Le deuxième fondamental sur lequel je m'appuie pour avancer dans les expéditions, c'est la capacité à être agile. J'ai besoin d'être agile dans l'exécution du geste. Une fois que j'ai ma stratégie, mon organisation, est-ce que je fais précisément ce que j'ai à faire? Parce que, pardonnez-moi, les gestes qu'on a à poser, vous et moi, ne sont pas exactement les mêmes. Moi, ça se joue du côté du piolet et des crampons. Mais si je ne fais pas le geste précis, pardonnez-moi l'expression, il y a un moment où je me casse la figure. C'est la même chose sur les gestes que vous avez à faire. Flashback, lorsque j'étais à l'école, on m'a expliqué ça. On m'a expliqué que si vous êtes à un point A et que vous voulez vous rendre à un point B, le chemin le plus direct, c'est la ligne droite. On vous a appris ça aussi? Ah oui, on a dû avoir le même professeur. Alors c'était bien parce que j'avais un modèle pour la vie, pour aller d'un point A à un point B, le chemin le plus direct, c'est la ligne droite. Et puis un jour, je me suis retrouvé à la fin de la traversée de l'Himalaya, j'étais là, à un point A, j'avais envie d'aller là, à un point B. J'ai regardé ce que donnait la ligne droite, ça ne marchait pas vraiment. Alors du coup, j'étais un peu créatif, j'ai regardé ce que donnait la ligne droite dans n'importe quelle direction, et ça tombait toujours dans une crevasse. Et en fait, dans le monde des expéditions, j'ai vite compris qu'il allait falloir être agile. Et en particulier, être agile sur le choix de notre trajectoire. Si je veux gravir ce sommet-là, certainement qu'il va falloir que je contourne le premier bloc, que je monte vers la gauche, que j'aille rejoindre le haut de la crête en glace. Après, pour atteindre le sommet tout en haut, je vous propose qu'on n'aille pas en plein dans la façade rocheuse, verticale, mais plutôt qu'on prenne l'arête sur le côté. Ah, et puis par où est-ce qu'on va passer entre la fin de la glace qu'on voit là et le bas de l'arête? Alors, pour répondre à cette question, je vous suggère d'embaucher une dizaine de consultants. Oui, parce que le consultant fonctionne mieux par grappe de 10, sinon il ne facture pas assez, je sais, j'en ai fait partie. Prenez des consultants, des vrais, des bons, des compétents, avec une boule de cristal. Parce que du point de vue où on est à l'instant, de la situation où on est, personne ne peut savoir quel sera le parcours, le meilleur parcours à faire dans cette partie de notre projet futur qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et alors là, il y a des gens qui, du coup, se renseignent, qui essayent de chercher de l'information et qui ont décidé qu'ils partiront dès qu'ils auront l'information. Et il y a une bonne nouvelle pour ça. Enfin, à ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça ne sera pas fatigant. Parce qu'ils partent jamais. Le problème, c'est que dans un milieu concurrentiel, s'il y a d'autres cordées à côté de moi et que moi je ne pars pas, d'autres vont partir. Et il n'y a aucune ambiguïté sur ce qui va se passer pour les uns et pour les autres au futur. Et donc en fait, la véritable option, c'est d'être agile, autrement dit, de s'organiser pour être capable de savoir précisément ce qu'on va faire à court terme, savoir à peu près par où on va passer à moyen terme, avoir une vision précise de où on veut aller, et avoir une organisation entre nous qui nous permet d'inventer le chemin et de l'adapter en même temps qu'on le parcourt. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être agile en tant qu'entrepreneur dans le monde d'aujourd'hui? Parce que dans un monde qui est plein d'obstacles à contourner, plein de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, plein d'opportunités aussi qui se créent et qui disparaissent. Un glacier en montagne, c'est à la fois des crevasses, mais aussi des chutes de neige qui vont faire un pont, qui vous permettent de passer. Et puis si vous ne passez pas le pont de neige rapidement, le soleil va le faire disparaître, et si ça se trouve, dans une semaine, il n'est plus là. Dans un milieu qui est aussi changeant qu'un glacier, au milieu aussi changeant que le contexte économique, aussi changeant que le contexte de l'entreprise, j'ai besoin d'être agile dans le choix de la trajectoire. Et ça ne sera jamais de la ligne droite, ça sera toujours comment est-ce que je négocie les différents obstacles. Et ça, c'est loin d'être neutre en termes de structure des organisations, en termes de fonctionnement. Enfin, il y a des grands changements derrière ça. Mais la meilleure façon de traverser l'Himalaya à pied, c'est bien sûr d'étudier sur la carte par où est-ce qu'on voudrait passer. Sauf que sur les cartes qu'on avait qui étaient les meilleures, parfois il manquait des vallées. Comme une vallée, ça peut représenter une semaine de marche. Je peux vous donner la définition officielle du mot carte. C'est un outil qui aide à s'orienter avec l'aide fondamentale du hasard. Donc bien sûr, il y a un travail d'état-major d'abord à faire pour avoir les grandes lignes et pour savoir où sont les grandes options si ça ne passe pas quelque part. Mais ensuite, on a traversé l'Himalaya en traversant des cols qui étaient dans un tiers du temps, 2 tiers du temps les bons cols, mais quand même 1 tiers du temps des cols qui n'étaient pas les bons, mais qui retombaient à peu près dans les bons, qui étaient dans la bonne direction, qui retombaient à peu près sur la bonne vallée. Et c'est comme ça que, par rebonds successifs, on a traversé tout l'Himalaya. Inventer le chemin en même temps qu'on le parcourt. S'il y a quelques idées à retenir derrière l'agilité, il y en a beaucoup, mais s'il y a quelques idées phares, la première, on va la regarder comme ça. Comment est-ce qu'on s'est habillé pour traverser l'Himalaya à pied? Alors, on peut dire que en Himalaya,
en hiver, il fait froid, ce qui est vrai. On a eu jusqu'à moins 21 degrés dans la tente, donc c'est pas polaire, mais c'est déjà bien frais. Et donc on va dire que, puisqu'il fait froid en hiver, on va prendre une combinaison de ski en plume intégrale, ce qui existe de plus chaud au monde. Et ça va être parfait quand on sera arrêté au camp à côté de la tente au mois de janvier ou février. Par contre, dans notre traversée de l'Himalaya, en fait, on a eu aussi, en période de mousson à très basse altitude, jusqu'à plus 38 degrés dans une maison. Je ne sais pas la température qu'il y avait dehors. Ce jour-là, j'ai fait une insolation. J'étais vraiment très mal. Je ne peux pas vous dire la température, mais je peux vous dire une chose, c'est que quand vous faites une ascension dans une température comme ça, avec une veste en plume intégrale, on vient d'inventer un régime plus efficace que SlimFast. Ça s'appelle la lyophilisation intégrale. Ou alors on peut dire, tiens, comme des fois il fait très chaud, on va faire une grande première, sponsorisée par le CJD, la première traversée de l'Himalaya en string. Un plan de com officiel, Paris Match, tout ça, enfin un truc bien monté. Et du coup, quand il va faire très chaud, peut-être que ça va aller bien, mais au moment où il va faire très froid, le string, ça va être un petit peu limite. Une autre façon de faire, c'est de se poser la question suivante, à quelle difficulté est-ce qu'on imagine que l'on va être confronté dans les jours et les mois qui viennent? Ça nous permet d'identifier les challenges et toutes les situations météo. Et la deuxième question, c'est quel est le pack d'équipement minimal, parce que dans minimal, il y a légèreté, et donc il y a capacité à se mouvoir rapidement, et donc à être agile. Quel est le pack minimal de vêtements qu'il nous faut, qui va nous permettre de répondre à toutes les situations par combinaison des différents vêtements? Et c'est comme ça qu'on était habillé avec une approche très traditionnelle. Si vous faites de la randonnée, vous la connaissez certainement. Une première couche pour évacuer la transpiration, une couche qui amène de la chaleur, une couche qui nous permet de couper le vent et les intempéries, la pluie ou la neige. Et si je suis en train de faire une pause et qu'il fait frais et qu'il pleut, j'ai tous les vêtements sur moi. Et si je me remets à marcher, cette fois-ci mon corps va produire de la chaleur, et s'il pleut toujours ou s'il vente, je vais garder la couche qui enlève la transpiration, puis la dernière couche. Puis maintenant je fais une nouvelle pause, mais cette fois-ci il ne pleut plus, je vais enlever la dernière couche qui rend le reste un peu moins respirant, puis je vais avoir ma couche thermique là pour être au chaud, et puis la couche jaune sur moi. Et c'est comme ça qu'on traverse l'Himalaya avec notre outil de production ici de production d'efforts, qui est en permanence en reconfiguration. On fait ce qu'on a à faire et en même temps, on change la façon dont on le fait. Quand j'arrive du côté du camp de base de l'Everest, alors il pleut rarement à plus de 5000 mètres au mois de février. Donc la dernière couche, j'en ai plus besoin. Par contre, comme il fait froid, je l'ai remplacée par une veste en plume intégrale que j'avais fait poser quelque part sur le parcours. Pour une prochaine expédition, je suis en ski tracté par mon cerf-volant sur la glace, et quand la glace fond, je continue sur la mer en kayak. Donc il y a une période où il fait encore moins 20 degrés, où la glace est plus très solide, et où du coup je suis susceptible de passer à l'eau. Du coup j'ai ça, c'est une veste, c'est une combinaison Gore-Tex intégrale, étanche, ce qui fait que si jamais je tombe à l'eau ne rentre pas dans mes vêtements, donc ma couche thermique fonctionne toujours aussi bien, donc j'ai pas froid. Je remonte sur la glace, s'il fait moins 20 degrés, tout va bien, s'il fait moins 30, tout va encore mieux. La pellicule d'eau va geler encore plus vite, donc les petits glaçons vont tomber et je peux continuer mon chemin, il n'y a aucun problème. L'idée derrière ça, c'est l'adaptation constante. Dans un monde de changement permanent, on doit être en permanence en attention sur les changements d'environnement et en permanence en adaptation. Ça ne veut pas dire faire la révolution tous les jours, ça veut dire tous les jours faire les micro-adaptations, les micro-changements dont il y a besoin. Et si on ne le fait pas, on a une organisation qui était peut-être idéale à un moment donné, mais l'environnement change, technologique, nos clients changent, leurs demandes changent, nos compétiteurs changent. Et un matin, on se réveille et on se rend compte qu'on n'est plus synchronisé avec ce qu'il faudrait. Et là, on a une bonne idée, on fait une grande réorganisation. Donc là, on chamboule tout dans l'entreprise, ça fait plaisir à tout le monde, c'est tout super bien géré. Enfin, c'est super, on fait une grande réorganisation. Et puis derrière, pour être sûr que tout se passe bien, et que les gens font bien les choses exactement comme il faut, on met beaucoup de qualité, et de la qualité il en faut, mais on en met là vraiment beaucoup. On serre les boulons et on fait en sorte que ça soit pareil pour tout le monde, et surtout que ce soit bien fait comme ça et pas autrement. Et comme ça facilite le reporting, et comme ça, on est sûr que les choses sont bien faites. Donc on a bien figé notre organisation. Et chaque matin, le monde change. Et chaque matin, on est un petit peu plus désynchronisé, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, allez, des fois 1 an, on a une bonne idée, on fait une grande réorganisation.
Et j'intervenais dans une usine la semaine dernière, et moi, bêtement, je pensais qu'on produisait du lundi au jeudi, et le vendredi, hop, c'était le jour de la qualité. Et on m'a dit non, c'est pas comme ça que ça marche, on produit du lundi au vendredi, et la qualité, c'est un processus transverse. Ben, dans un monde de changement permanent, changer, c'est pas une action ponctuelle, c'est un processus transverse et permanent aussi. En tout cas, ça devrait l'être. Ensuite, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin pour être agile? Allez, une autre idée, il y en a beaucoup d'autres, mais on va en partager juste de ce soir. Pour traverser l'Himalaya, on s'appuyait sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la carte. Alors, je vous ai dit ce qu'était la carte. C'est l'outil qui vous aide à être sur le bon chemin quand elle est juste, mais qui vous trompe quand elle est fausse. Et c'est pas marqué là c'est juste, là c'est faux. Après, il y avait les populations locales, et on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage culturel qui fait que quand vous posez une question là-bas à quelqu'un qui est bien intentionné, si la réponse est oui, la personne vous répond oui. Et si la réponse est non, la personne vous répond non. Et si elle ne sait pas, elle vous répond oui. Donc c'est comme la carte, les discussions avec la population locale, ça aide à s'orienter, mais ça aide aussi parfois à se tromper. Et puis Carole et moi, on était des passionnés de montagne, donc on avait une idée de où sont les cols qu'on peut traverser, ceux qu'on ne peut pas traverser, où sont les sommets et du cheminement à suivre. Comme on est humain, ça arrive aussi qu'on se trompe. Et puis quand la visibilité est celle de la mousson, donc ce qu'on a là à l'image, forcément les observations étaient limitées. Mais maintenant, si je combine les 3 éléments, si la carte me dit que le col à traverser est très précisément là-bas, et si au moins 3 personnes qui ne se connaissent pas nous ont dit que le col était très précisément là-bas, et si d'après ce qu'on observe avec Carole, le col est très précisément là-bas, alors qu'est-ce que je peux déduire avec certitude? Je vous le demande. 2 choses. La première, c'est que le col est probablement plutôt par là-bas. Et la deuxième, c'est la quantité de nourriture supplémentaire à mettre dans mon sac à dos pour être capable d'y aller, mais aussi de revenir si ça se passe mal. Et c'est comme ça qu'on a traversé tout l'Himalaya, je vous le disais tout à l'heure, en passant des cols qui n'étaient pas toujours les bons, mais qui retombaient dans des vallées qui n'étaient pas les bonnes, mais qui étaient à peu près bien orientées et qui allaient dans une vallée qui était à peu près les bonnes. Et parfois, on a monté pendant 3 jours pour aller jusqu'à un col, et là, on a pris une grande décision, on a dit, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est demi-tour, et on va redescendre en une journée et demie jusqu'au dernier village, reprendre plus d'informations, plus de nourriture, parce que le degré de confiance n'est pas suffisant. Et là, on avait une super bonne idée. On va remonter jusqu'au même col, donc on va rebuter dans les mêmes pierres, reprendre le même chemin, etc. Sauf qu'on aura la capacité en sécurité à continuer plus loin. Ça demande un truc qui s'appelle le courage managérial quand même, quand vous êtes au col. Vous avez tiré toute l'équipe, on est arrivé au col, et là vous dites à l'équipe, j'ai une super bonne idée, au lieu d'aller jusqu'au village qu'on imagine là-bas à une demi-journée de marche, on va faire demi-tour, on va tout redescendre, on va se recharger, et puis on va remonter pour revenir jusqu'ici. Qui a envie de me suivre? Ouais! Et donc le penchant naturel, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de je serre les fesses, je ne suis pas sûr du tout que ça va passer, mais on va prier pour que ça passe et on continue quand même. On sent bien que le projet va aller dans le mur, mais on imagine et on espère que peut-être une magie, un miracle, quelque chose, la chance va nous permettre d'éviter le mur. Alors ça, ponctuellement, ça peut se jouer. Le seul problème, c'est que si je manque de courage managérial et que je descends avec mon équipe, si on arrive au village et qu'on est chanceux, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, non seulement on n'a plus de nourriture, mais notre descente d'une demi-journée, c'est une journée de remontée, plus 3 jours de montée, c'est une journée et demie de redescente derrière, et on va faire tout ça le ventre vide. Et à supposer que personne ne meurt en route, on a vécu une expérience merveilleuse tous ensemble, qui fait que la prochaine fois que je vais leur dire « Tiens, j'ai l'idée d'un grand challenge là-bas, comment tu vas faire ?» Je ne sais pas, mais suivez-moi, nous avons l'expérience ensemble. Le mieux qu'on ait à faire, c'est d'accepter d'avancer par approximation constante, donc savoir à peu près où on est, savoir à peu près où est la prochaine étape, se déplacer très rapidement dans la bonne direction, parce que essayer de savoir précisément où on est, précisément où est la prochaine étape, ça prend beaucoup de temps dans un monde incertain, et en plus c'est pas fiable comme information, donc aller très vite, dans une direction qui est à peu près la bonne, gérer ses stocks et sa nourriture pour être capable de revenir en arrière s'il y a une difficulté, et puis refaire le point, et à chaque, je dirais quasiment chaque matin, en tout cas à chaque étape intermédiaire, refaire le point et rechercher où est à peu près la prochaine meilleure direction. Et peu importe qu'on soit exactement dans la bonne direction, l'important c'est d'avancer à peu près bien et de s'adapter au fur et à mesure. Adaptation constante, approximation constante, 2 concepts de base et 2 concepts clés pour être agile dans le monde d'aujourd'hui. Et encore une fois,
inventer le chemin en même temps qu'on le parcourt, changer l'organisation pour ça, renforcer la capacité des gens à remettre en cause leurs croyances et aller vers du nouveau.